Les courriers zoumites émanent de villes et de pays différents. Leur contenu porte sur des considérations scientifiques de haut niveau et sont toujours signés d'un pictogramme particulier. Ces lettres sont parfois rédigées sur des machines à écrire bien terriennes, par des dactylographes également terriens. Antonio Ribera va nous conter l'étonnante aventure de l'un d'eux. C'était un jeune homme qui a mis une annonce dans un journal madrilène, ABC, où il disait qu'il faisait des copies à la machine. Alors il a reçu un jour la visite de deux messieurs, des grands blonds, qui se sont présentés comme des médecins danois. Et on dit qu'ils ont lu son annonce et qu'ils voulaient lui dicter des textes scientifiques. Et un jour, sa femme lui a dit qu'elle ne l'appréciait pas la présence de ces gens. Elle soupçonnait quelque chose d'espionnage, par exemple. Il lui a dit que lui, il devait appeler la police. Le jour suivant, le médecin danois, entre guillemets, qui allait lui dicter le texte, lui a dit un texte sur science, ça c'est notre science, nous venons de la planète Humo, qui se trouve à 14 années-lumière. Alors le dactylographe est resté sidéré, et en voyant son étonnement, le mythe, parce qu'il était un mythe, lui a dit ne t'étonne pas, nous savons tout ce qui s'est passé chez toi. Alors il a sorti une petite boule de sa veste, et l'a mise en l'air, elle est restée immobile dans l'air, et une petite écran s'était éclairé dans la boule, et le dactylographe a vu, étonné, tout ce qui s'était déroulé hier soir chez soi avec sa femme. Le médecin danois, toujours entre guillemets, tu vois, ça c'est une petite échantillon de notre technologie. Dans la première cassette Omnibus, l'invasion a commencé, nous avons présenté René Varinot sur le plateau d'Albion. René Varinot, tu es le président du CEOV, le Centre d'études Omni-France. Tu es l'un des premiers à avoir étudié le phénomène Humo dans son contexte français. Antonio Ribera nous a parlé de tout le contexte espagnol, mais il y a une genèse du phénomène Humo en France. Oui, effectivement. Disons que l'histoire commence, bien entendu, en Espagne, pour ce qui est connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de l'affaire Humo commence à la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 28 mars 1950, donc, un atterrissage a eu lieu dans les environs de la Javie. On dit environ 8 km de la Javie, c'est entre le sommet du Couard et le Cucullon. Bien entendu, nos recherches se sont passées de ce côté-là. On sait que les humides ont laissé un contingent d'extraterrestres sur Terre, et ce contingent-là a vécu environ à peu près 2 ans dans le département des Alpes de Haute-Provence, et divers phénomènes se sont passés pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un vol de compteur électrique dans une ferme nommée La Dépense, qui se situait à 4 km de la Javie. Alors tout ça, ça nous a fait faire des recherches vraiment très poussées. Toi et ton équipe du CEOV, vous êtes allés maintes fois sur place. Vous avez quand même constaté, dans l'époque récente, des choses un peu bizarres. D'abord, nous avons contacté la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bien entendu à Digne, à une époque, et je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre des personnes qui sont encore en service là-dedans, un capitaine de gendarmerie qui m'a dit « Mais monsieur Varinot, il y a eu, dans les années 75, avec monsieur Claude Poher, qui était le chef des sections fusées au CNES à ce moment-là, une reconnaissance dans le Cheval Blanc, dans les montagnes du Cheval Blanc, pour rechercher la grotte que les extraterrestres, que les humides auraient laissée avec du matériel humide. » Et ce capitaine de gendarmerie m'a précisé qu'effectivement, Claude Poher avait trouvé la grotte, plus le matériel qui s'y trouvait à l'intérieur encore à l'époque. Alors, je veux préciser, René, pour nos amis qui ne sont pas au courant, que Claude Poher a suscité en quelque sorte la création du GEPAN.
Oui. C'est une cheville ouvrière qui a permis d'élaborer ce GEPAN, puis il l'a quitté. Alors il ne faut pas oublier que Claude Poher est le neveu d'Alain Poher du Sénat, et qu'Alain Poher du Sénat a quelque chose à voir avec le prieuré de Sion. Nous abordons d'ailleurs à travers certains personnages de Rennes-le-Château, nous abordons le domaine mystérieux du prieuré de Sion, et tu as raison de dire qu'il faudra y revenir plus tard, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, nous serons obligés d'y revenir. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que lorsque nous avons fait ces recherches, nous avons trouvé qu'à travers les montagnes du Couard jusqu'à la Javie, du Cucullon jusqu'à la Javie, sans que ce soit une connaissance de tout le public, se construisaient des routes à travers la montagne, des routes spéciales. Alors quand je dis spéciales, ce n'est pas des routes du feu. Hein. Je fais une parenthèse, ce n'est pas une route pour un GMC qui va simplement éteindre un feu, n'importe quoi. C'est pas ça. Ce sont des routes bétonnées, ferraillées à l'intérieur, des routes faites pour recevoir soit des convois militaires, soit quelque chose de très important. Ça s'arrêterait là. Mais nos amis qui habitent dans le coin, qui font partie du CEOF, se sont vus un soir en faisant une course en vélo, là, en faisant une petite promenade en vélo, au pied de la montagne de la Blache, qu'on appelle, arrivé à un certain tournant, se sont trouvés nez à nez avec un char d'assaut militaire. Alors là, c'était un petit peu... on leur a interdit de passer. Quoique, ils prenaient cette route assez souvent pour faire leur randonnée, ils ont demandé pourquoi. On leur a dit, vous n'avez rien à savoir, vous retournez, là, vous ne passez pas. Alors, autre, le char militaire, il y avait toute une armée, il y avait des jeeps, il y avait toute une armée complètement, et on leur a interdit le passage, on leur a demandé de revenir. Mes amis qui sont au CEOF se sont renseignés auprès de la gendarmerie et de la mairie de Digne pour savoir ce qui se passait. La mairie de Digne et la gendarmerie n'étaient pas au courant, alors là je vous dis bien, n'étaient pas au courant de ces manœuvres militaires. Ça semble quelque chose un petit peu aberrant hein, quand même. Une manœuvre militaire, on doit être au courant de ce qui se passe. Conclusion, ce n'était pas du tout des manœuvres militaires. Absolument pas, absolument. Ça se trouvait exactement comme si pour ceux qui auront pris connaissance du livre de Jean-Pierre Petit, où il relate l'affaire de la Blache, puisque c'est de là que partirait l'atterrissage humide en 1950. Il est vrai que ce secteur est très surveillé à l'heure d'aujourd'hui. L'affaire de Zoumit a eu un très grand retentissement dans le monde des chercheurs. C'est ainsi, par exemple, qu'un scientifique français a avoué, dans un récent ouvrage, qu'il s'était appuyé sur les informations communiquées par les Zoumites pour faire progresser ses propres recherches. Ce chercheur, Jean-Pierre Petit, n'a pas cru devoir accepter notre invitation à dialoguer de ses recherches sur cette vidéocassette. Il est vrai que la science officielle n'est pas tendre avec les chercheurs qui sortent des sentiers battus. Et par exemple, une revue qui se veut sérieuse, Science et Vie, dans sa livraison de novembre 91, consacre 2-3 pages à un article évidemment bidon, c'est un canular, sur l'affaire des Zoumites. Alors c'est facile, évidemment, d'ironiser, de signer cet article d'un nom américain, Lucifer, qu'on peut prononcer Lucifer. Alors ça c'est facile. C'est plus compliqué de se pencher sur ces informations ou mythes. Et quelqu'un s'y est penché, un industriel important en Espagne. Il s'appelle Rafael Ferriol. Et pour Rafael, comment tout a commencé à faire Humo? Quiero saber cómo ha empezado todo, a partir de cuándo. A través de la prensa, simplemente. Nos informamos. On a su, Ribera et moi, à travers la presse, qu'il y avait une vue d'un ovni qui avait atterri. L'ovni a atterri en 1967.